Le pouvoir ne bascule pas toujours avec des chars, mais avec des routes. Dans le Sahel, l'ingénierie militaire, déminage, pontage mobile, bulldozer blindés sécurise les lignes d'approvisionnement, réduit la dépendance aux itinéraires prévisibles et permet d'accélérer ou de ralentir le tempo en fixant les points de passage. Que change cette logique pour l'équilibre ouest-africain et que signale Ibrahim Traoré lorsque le Burkina Faso renforce une posture commune avec Mali et Niger fondée sur le contrôle avant la coopération? Une nouvelle règle s'impose dans l'ombre des titres quotidiens. Cette analyse promet une lecture différente de l'actualité sahélienne en montrant comment des choix techniques apparemment discrets produisent des effets politiques durable. Elle vise à clarifier ce qui est souvent confondu. Modernisation militaire, affirmation de souveraineté et recomposition régionale ne sont pas synonymes, mais des séquences liées. Le bénéfice pour le lecteur est simple et concret. Comprendre en 10 minutes ce qui redéfinit les rapports de force pour les 10 prochaines années. Les enjeux dépassent largement le Mali ou le Burkina Faso pris isolément. Ils touchent la circulation des biens, l'accès humanitaire, la capacité des États côtiers à anticiper les chocs sécuritaires et la marge de manœuvre des acteurs extérieurs. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un cas singulier, mais comme un indicateur d'une génération politique qui privilégie le contrôle opérationnel avant la reconnaissance diplomatique. Ignorer cette dynamique conduit à des erreurs d'analyse récurrentes, où chaque incident est lu comme une crise ponctuelle plutôt qu'un signal structurel. Ce décalage explique pourquoi certaines réactions régionales semblent tardives, tandis que d'autres paraissent excessives. Deux vagues successives, mêmes équipements, mêmes itinéraires. Ce schéma répété a suffi à faire basculer l'analyse. Il ne s'agissait plus d'un simple renouvellement, mais d'un signal d'intention lisible à l'échelle régionale. Le mini-révélation tient dans ce détail souvent négligé. Les convois observés n'étaient pas optimisés pour le combat urbain ni pour des frappes rapides, mais pour la maîtrise du terrain, déminage, franchissement, ouverture d'axes sous contrainte. Ce choix indique une priorité claire, décider où le mouvement est possible et où il ne l'est pas. Dans le Sahel, cette capacité vaut davantage qu'un surcroît d'armement car elle transforme la géographie en levier stratégique. Pour comprendre pourquoi cela compte, il faut revenir au cadre qui a prévalu plus d'une décennie. La région était pensée comme un problème à gérer. Terrorisme, crises humanitaires, État fragile. Cette lecture a justifié des architectures de sécurité centrées sur des partenaires externes et sur une coordination régionale supposée acquise. La contrepartie, rarement assumée, était une souveraineté opérationnelle incomplète, frontières flexibles, permissions informelles, mobilité présumée. La rupture est d'abord psychologique. Une nouvelle génération de dirigeants a posé une ligne non négociable. La stabilité n'a de valeur que si elle est contrôlée localement. Dans ce cadre, la coopération vient après l'autonomie, pas avant. C'est cette logique qui explique la création de l'Alliance des États du Sahel, non pour affronter un ennemi unique, mais pour sortir d'un système perçu comme contraignant. Lorsque le Burkina Faso s'aligne sur cette doctrine, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas d'imitation, mais de cohérence stratégique. La répétition des investissements et la discrétion de leur intégration signalent une planification de long terme. Et c'est précisément ce pari sur la durée qui change la lecture de chaque événement ultérieur. Sur le terrain, les premiers effets ne se lisent pas dans les communiqués, mais dans les routines qui changent. Des axes auparavant évités redeviennent praticables à certaines heures, puis refermés selon des critères précis. Des convois civils ajustent leurs horaires. Des acteurs humanitaires revoient leurs itinéraires. Rien de spectaculaire, tout est mesuré, mais le signal est clair. L'accès n'est plus présumé, il est administré. Ce rôle des acteurs guides n'est pas assumé par une figure unique, mais par un ensemble d'unités et de procédures. Les équipes d'ingénierie deviennent des arbitres du tempo. Elles ouvrent, sécurisent, puis stabilisent. Leur présence modifie le calcul des groupes armés qui dépendent de la prévisibilité des routes et des points de passage. Lorsque cette prévisibilité disparaît, la mobilité se fragmente et avec elle la capacité
d'initiative. Les impacts précoces se manifestent aussi côté étatique. La coordination interservices gagne en cohérence autour d'objectifs concrets, tenir un corridor, sécuriser un franchissement, maintenir une continuité logistique. Cette logique se diffuse par capillarité vers les partenaires proches. Au Burkina Faso, l'alignement doctrinal renforce cette lecture commune du terrain, portée politiquement par Ibrahim Traoré sans annonce tonitruante. Un microcas illustre ce glissement. Sur un tronçon longtemps miné, la réouverture progressive n'a pas seulement permis le passage des forces, elle a déplacé les marchés temporaires, réorganisé les flux locaux et réduit les détours coûteux. Le gain n'est pas absolu, mais il est tangible. Et c'est là l'essentiel. Quand l'effet est ressenti, la doctrine devient crédible. La question n'est donc pas l'intention affichée, mais la constance. Si ces pratiques se répètent, elles redessinent durablement les comportements autour d'un principe simple, le terrain commande. Tout commence par une phase d'activation discrète. Des convois arrivent sans mise en scène, intégrés par petites unités, réparties entre base, arrière et zone avancée. Aucun discours, aucune annonce politique. À ce stade, l'interprétation dominante parle d'entretien normal des capacités, d'une armée qui remplace du matériel usé par des années d'opération. Le signal est faible, presque banal, puis vient la répétition. Une seconde séquence apparaît, proche dans sa composition et dans son timing, même type d'équipement, même logique de déploiement, mêmes itinéraires observés. C'est ici que la lecture change. En analyse stratégique, la répétition n'est jamais neutre. Elle transforme un acte isolé en intention. Ce qui semblait conjoncturel devient structurel. Le tempo n'est plus dicté par l'urgence, mais par une planification. Le point culminant n'est pas un affrontement, mais une convergence. Les capacités d'ingénierie commencent à produire des effets visibles sur les flux, routes sécurisées plus longtemps, franchissement rétabli plus vite, corridor maintenu malgré la pression. La logique n'est pas offensive, elle est organisatrice. Elle ne cherche pas l'escalade, mais la maîtrise. À ce stade, l'investissement prend tout son sens. Ces outils ne servent pas à réagir, mais à façonner l'environnement avant que la contrainte ne s'impose. Les répliques se diffusent ensuite au-delà du cadre strictement militaire. Les autorités locales adaptent leurs décisions aux axes stabilisés. Les acteurs économiques réévaluent leurs itinéraires. Les partenaires régionaux observent et recalculent. Le message implicite circule sans être formulé. Le mouvement est désormais conditionnel. Cette conditionnalité devient une donnée avec laquelle il faut composer. Dans cette chronologie, le rôle du Burkina Faso s'inscrit par alignement plutôt que par imitation. Lorsque Ibrahim Traoré adopte une posture convergente avec Mali et Niger, il ne s'agit pas d'un effet de mode, mais d'une lecture partagée des coûts et des bénéfices. La séquence montre que le contrôle du terrain précède la coordination politique et non l'inverse. C'est une inversion par rapport aux pratiques antérieures. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est l'absence de rupture brutale. Aucun événement unique ne suffit à expliquer le basculement. C'est l'accumulation qui compte. Activation, répétition, consolidation. Chaque étape renforce la suivante sans jamais forcer la confrontation. Cette progressivité rend la réaction externe plus difficile car il n'y a pas de seuil évident à contester. Ainsi, la ligne des événements ne raconte pas une montée en puissance classique. Elle décrit une montée en cohérence et dans des espaces où la géographie impose ses règles, cette cohérence devient une forme de pouvoir durable, moins visible que les démonstrations de force, mais souvent plus déterminante. La différence entre une impression et une démonstration tient souvent à quelques mesures clés. Ici, les chiffres ne décrivent pas une montée en volume, mais un changement de fonction. Le point de départ, ou baseline, est celui d'opérations contraintes par la géographie, itinéraire rare, temps de déplacement allongé, dépendance à des axes connus et vulnérables. Dans ce cadre, chaque mouvement consommait du temps et augmentait l'exposition au risque. Le premier delta apparaît avec la capacité de déminage. Avant, un axe suspect restait inutilisable pendant des périodes prolongées, parfois plusieurs semaines, le temps d'évaluer, de sécuriser puis de rouvrir partiellement. Après l'intégration systématique d'unités dédiées, le délai de remise en service se réduit fortement. Ce raccourcissement n'est pas seulement opérationnel, il modifie la planification car un itinéraire peut redevenir viable sans préavis long, ce qui casse les anticipations adverses. Le deuxième delta concerne
concerne le franchissement. Dans un environnement où les rivières saisonnières et les ponts détruits créent des goulets d'étranglement, la capacité à installer des structures mobiles change l'équation. Avant un point de rupture imposait un détour coûteux en temps et en carburant. Après, il devient un obstacle temporaire. Cette différence se traduit par une continuité logistique accrue, même sous contrainte, et par une réduction de la dépendance à quelques passages obligés. Le troisième delta touche au tempo. Une force qui peut ouvrir un axe sous menace n'attend plus que le risque disparaisse. Elle agit malgré lui. Cette capacité transforme le rapport entre initiative et réaction. Là où les opérations étaient dictées par les contraintes du terrain, elles sont désormais partiellement dictées par la décision. Le gain n'est pas absolu, mais il est cumulatif et chaque itération renforce la suivante. Ces trois mesures, prises ensemble, explique pourquoi l'investissement est stratégique plutôt que tactique. Elles produisent un effet de levier, moins de temps perdu, moins de prévisibilité, plus de contrôle sur la séquence des événements. Dans un espace comme le Sahel, ces gains pèsent davantage que l'ajout de plateformes de combat classiques. Lorsque le Burkina Faso s'inscrit dans cette logique sous la direction d'Ibrahim Traoré, la cohérence régionale devient mesurable. Les choix ne visent pas à afficher une supériorité immédiate, mais à réduire les asymétries structurelles héritées du passé. Cette réduction est lente, parfois invisible, mais elle s'accumule. Au final, les chiffres ne racontent pas une expansion spectaculaire. Ils décrivent une compression des contraintes. Et c'est précisément cette compression, appliquée sur la durée, qui transforme une posture défensive fragmentée en capacité de contrôle plus stable, sans qu'un seul affrontement majeur n'ait lieu. Deux objections fortes reviennent systématiquement face à cette lecture. La première affirme que le contrôle accru de la mobilité risque d'isoler davantage la région. En durcissant l'accès, les États du Sahel freineraient les échanges, compliqueraient l'action humanitaire et augmenteraient les coûts économiques. Selon cet argument, la souveraineté opérationnelle deviendrait rapidement une contrainte auto-infligée, transformant un outil de sécurité en facteur de fragilité sociale. La seconde objection soutient que cette stratégie est insoutenable dans le temps. Les capacités d'ingénierie sont coûteuses à maintenir, exigent des compétences spécialisées et supposent une continuité politique. Dans des États soumis à des pressions internes fortes, l'investissement risquerait de dépasser les bénéfices réels. À long terme, le terrain pourrait redevenir un fardeau plutôt qu'un levier, surtout si les résultats tangibles tardent à se matérialiser pour les populations. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Elles pointent des risques réels, notamment celui d'une confusion entre contrôle et fermeture, mais elles négligent un élément central observé dans la séquence actuelle. La conditionnalité n'est pas synonyme de blocage. Les axes ne sont pas fermés par principe, ils sont administrés. Cette nuance change tout. Elle permet une hiérarchisation des flux plutôt qu'une interruption générale. De plus, l'argument de l'insoutenabilité oublie que l'absence de contrôle avait aussi un coût, souvent invisible mais cumulatif. Détours imposés, pertes logistiques, opérations annulées, dépendance à des itinéraires prévisibles. La stratégie actuelle ne supprime pas ces coûts, mais elle les redistribue de manière plus maîtrisable. Ce n'est pas une solution parfaite, c'est un arbitrage. Enfin, lorsque des dirigeants comme Ibrahim Traoré inscrivent de ses choix dans une logique régionale plutôt que strictement nationale, le calcul change d'échelle, la mutualisation doctrinale réduit certaines charges et augmente la crédibilité de la démarche. Le débat ne porte donc pas sur l'absence de risque, mais sur la comparaison entre deux modèles imparfaits. La question pertinente devient alors lequel offre le plus de marge de manœuvre face à l'incertitude. La mobilité n'est plus acquise, ce basculement résume à lui seul la transformation en cours. Pendant des décennies, se déplacer dans l'espace sahélien relevait de l'habitude plus que de l'autorisation. Routes dégradées mais ouvertes, frontières poreuses, survol toléré. Désormais, chaque mouvement devient une décision encadrée. Ce changement n'est pas proclamé, il est appliqué et c'est précisément ce qui le rend difficile à contester. La révélation médiane tient dans ce point souvent sous-estimé. Le pouvoir ne s'exerce plus seulement par la capacité d'agir, mais par la capacité de retarder. Ralentir un convoi, différer un survol, conditionner un passage suffit parfois à modifier un calcul stratégique sans confrontation directe. Cette logique introduit une friction permanente, mesurée mais structurante. Pour le Burkina Faso,
Faso, cette lecture s'inscrit dans une continuité assumée. En s'alignant sur une doctrine où le contrôle précède la coopération, Ibrahim Traoré ne cherche pas la rupture spectaculaire, mais la normalisation d'un principe. L'accès était négocié, jamais présumé. Cette normalisation redéfinit silencieusement les relations régionales, car elle oblige chaque acteur à intégrer le temps et le terrain comme variable politique. À ce stade, le débat n'est plus de savoir si cette règle est acceptée, mais comment chacun s'y adapte, et cette adaptation commence déjà à produire ses propres effets. Les effets de cette reconfiguration deviennent tangibles dès que l'on observe ses retombées par groupe d'acteurs. Pour l'État, le premier bénéfice est organisationnel, c'est la capacité à ouvrir ou fermer des axes. Elle transforme la gestion de la sécurité en une séquence planifiée plutôt qu'en réaction permanente. Les décisions ne portent plus uniquement sur l'envoi de force, mais sur la priorisation des corridors, la durée d'ouverture et les conditions d'accès. Cette maîtrise relative réduit l'improvisation et renforce la cohérence interservices, même si elle n'élimine pas les contraintes matérielles. Pour les entreprises, l'impact est ambivalent. D'un côté, la prévisibilité accrue de certains itinéraires sécurisés permet de recalibrer les chaînes logistiques. Des délais plus stables, même s'ils restent longs, valent souvent mieux qu'une incertitude totale. De l'autre, la conditionnalité de l'accès introduit un coût supplémentaire. Autorisation, attente, ajustement. Les acteurs économiques doivent intégrer la sécurité comme une variable structurante et non plus comme un aléa marginal. Pour les populations civiles, les conséquences se mesurent au quotidien. Lorsque des routes sont rouvertes de manière durable, les marchés se déplacent, les trajets se raccourcissent et certains services redeviennent accessibles. Ces gains restent fragiles et inégaux, mais ils sont perceptibles. À l'inverse, lorsque des axes sont fermés ou ralentis, la pression se concentre ailleurs. La doctrine ne crée pas de miracle social, mais elle redistribue les risques et les opportunités. Pour la région dans son ensemble, l'effet est plus politique. La mobilité conditionnelle oblige les États voisins à revoir leurs hypothèses de planification. Les déploiements ne peuvent plus être pensés sur la base d'un accès implicite. Chaque mouvement nécessite une coordination explicite. Cette évolution réduit la marge d'action automatique des acteurs dominants et introduit une négociation permanente, parfois silencieuse, parfois visible. Dans ce contexte, le Burkina Faso joue un rôle de relais. En s'inscrivant dans cette logique, Ibrahim Traoré contribue à rendre crédible une posture commune où le contrôle du terrain devient un langage partagé. Ce langage n'est pas idéologique, il est procédural, il s'exprime par des délais, des itinéraires, des autorisations, et c'est précisément cette banalité apparente qui en fait l'efficacité. La conséquence majeure n'est donc pas une rupture brutale, mais une adaptation forcée. Chacun ajuste ses pratiques à une réalité nouvelle. Le mouvement n'est plus un droit de fait, mais un processus. À mesure que cette règle s'installe, elle façonne les comportements bien au-delà du champ sécuritaire, influençant l'économie, la diplomatie et les attentes sociales. Le premier scénario, dit de consolidation pragmatique, prolonge les tendances observées. Les capacités d'ingénierie sont maintenues, les corridors prioritaires restent ouverts de façon conditionnelle et la coordination régionale progresse par ajustements successifs. Dans cette trajectoire, même la mobilité contrôlée devient une routine administrative. Les frictions persistent, mais elles sont intégrées au calendrier civil et sécuritaire. Le gain principal est à la prévisibilité relative suffisante pour stabiliser certaines activités sans promettre une normalisation complète. Le deuxième scénario optimiste suppose une conversion plus rapide du contrôle en fonctionnalité. Les axes sécurisés servent autant au commerce qu'aux opérations. Les délais se réduisent et les règles d'accès deviennent plus lisibles. La coopération régionale se reconfigure autour de protocoles clairs plutôt que d'habitudes héritées. Cette trajectoire exige une discipline institutionnelle constante et une communication minimale mais fiable. Si elle se réalise, l'effet net est une baisse des coûts d'incertitude et une amélioration graduelle des services pour les populations riveraines. Le troisième scénario dégradé met en évidence les limites du modèle. Les contrôles se durcissent sans gain visible pour l'économie locale.
Les autorisations se politisent et les délais s'allongent. La conditionnalité devient perçue comme fermeture. Les tensions diplomatiques se multiplient autour d'incidents procéduraux sans basculer dans l'affrontement. Dans ce cas, la souveraineté affichée accroît les attentes internes sans y répondre, créant une pression sociale qui fragilise la continuité des politiques. Aucun de ces scénarios n'est exclusif. Des segments peuvent évoluer positivement tandis que d'autres se crispent. L'élément discriminant n'est pas la capacité technique en soi, mais la qualité de l'arbitrage. Quels axes prioriser, à quelles conditions, pour quels usages et avec quels mécanismes de redevabilité. Là où ces réponses sont explicites, la friction reste gérable. Là où elles sont opaques, elles s'accumulent, la recommandation de lecture est donc prudente. Évitez les jugements binaires. Sur un horizon de 12 mois, la réussite ne se mesure pas à l'absence de tensions, mais à la capacité à les absorber sans perdre la cohérence d'ensemble. C'est dans cette zone grise que se jouera l'issue la plus probable. Pour le lecteur, cette recomposition n'est pas abstraite, elle se traduit par des effets différenciés selon la position occupée face à la région. Pour ceux qui suivent l'actualité sécuritaire, le premier changement est analytique. Les incidents isolés ne suffisent plus à expliquer les dynamiques. Un retard, une autorisation refusée, un détour imposé peuvent désormais peser autant qu'un affrontement. Comprendre le Sahel exige donc de lire les procédures autant que les événements. Pour les acteurs économiques ou humanitaires, l'enjeu est plus pratique. Les calendriers deviennent centraux. La question n'est plus seulement où aller, mais quand et sous quelles conditions. Cette contrainte impose une planification plus fine, mais elle réduit aussi certaines zones d'improvisation risquées. La sécurité cesse d'être un arrière-plan incertain pour devenir une variable explicite du calcul quotidien. Pour les citoyens de la région, l'impact est encore plus direct. Lorsque des routes s'ouvrent durablement, l'accès aux services, aux hauts marchés et aux réseaux familiaux se transforme. Lorsque des axes se ferment, la pression se déplace, parfois brutalement. Ces variations nourrissent des attentes nouvelles envers les autorités. Si le contrôle est revendiqué, les résultats doivent être visibles. La souveraineté devient mesurable dans la vie ordinaire. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Elle cristallise des espoirs, mais aussi des exigences accrues. En assumant une ligne de contrôle avant coopération, le pouvoir accepte implicitement d'être jugé sur sa capacité à convertir cette ligne en bénéfice tangible. Pour l'observateur extérieur comme pour l'habitant, la question devient personnelle. Que change réellement cette doctrine pour mon horizon immédiat ? Cette interrogation, plus que les déclarations officielles, façonne la perception durable de la transition en cours. Transformer le contrôle en stabilité durable suppose une séquence d'actions lisibles. La première étape consiste à prioriser clairement les axes. Tous les corridors ne peuvent être sécurisés simultanément. Définir quelques routes stratégiques avec des règles d'accès explicites permet de concentrer les moyens et d'éviter une dispersion coûteuse. La deuxième étape relève de la procéduralisation, qui autorise selon quels critères, pour quelle durée et avec quel délai de réponse. Lorsque ces paramètres sont connus, même s'ils sont contraignants, la friction devient gérable. L'opacité, en revanche, transforme chaque décision en source de tension. Formaliser les règles réduit les malentendus plus sûrement que les annonces politiques. La troisième étape est l'articulation civile-sécuritaire. Les capacités d'ingénierie ne doivent pas servir uniquement au mouvement militaire. Leur usage pour maintenir des flux commerciaux ou humanitaires ciblés renforce la légitimité du dispositif. Le contrôle cesse alors d'être perçu comme une fermeture et devient un outil de hiérarchisation des usages. La quatrième étape touche à la coordination régionale minimale. Même dans un cadre de souveraineté affirmée, des mécanismes techniques partagés, calendrier, notification, canaux de liaison réduisent les incidents inutiles. Cette coordination n'implique pas une délégation d'autorité, mais une gestion des interdépendances. Enfin, la cinquième étape est celle de la mesure. Délai moyen, axes ouverts, continuité logistique. Sans indicateur simple, la doctrine reste déclarative. Avec eux, elle devient évaluable. Dans ce processus, le rôle politique est central. Lorsque des dirigeants comme Ibrahim Traoré portent cette logique, ils engagent leur crédibilité sur un point précis.
la capacité à transformer une affirmation de souveraineté en fonctionnement quotidien. C'est à ce niveau, plus qu'au niveau des discours, que se jouera la réussite. Au début, il y avait une route, un axe poussiéreux, souvent évité, parfois franchi, jamais vraiment maîtrisé. C'est autour de ce type de lieu banal que la transition actuelle prend tout son sens. Ce ne sont pas les sommets diplomatiques ni les déclarations martiales qui redessinent l'ordre régional, mais la répétition de gestes techniques appliqués au même terrain, jour après jour. Le rappel est volontairement simple. Quand une route reste ouverte plus longtemps, quand un passage est rouvert plus vite, quand un détour disparaît, la promesse abstraite de souveraineté devient concrète. Elle se mesure en heures gagnées, en risques déplacés, en habitudes modifiées. Ce sont ces micro-effets cumulés qui donnent de la consistance à une doctrine. Pour le Burkina Faso, cette logique s'inscrit dans une attente forte. En incarnant cette ligne, Ibrahim Traoré ne parle pas seulement de contrôle, il accepte d'être évalué sur la durée. La permanence devient la véritable épreuve. Tenir un axe une semaine est un succès tactique. Le tenir des mois est un choix politique. Le tenir des années est un changement d'ordre. La conclusion n'est donc ni triomphale ni pessimiste. Elle est suspendue. Tout dépendra de la capacité à maintenir cette cohérence sans épuiser les ressources ni la confiance. Car une route peut relier, mais elle peut aussi lasser. Et c'est dans cette tension que se joue la suite. Cette histoire ne se conclut pas par une certitude, mais par une invitation à l'observation active. Ce qui se joue dans le Sahel ne relève ni d'un modèle exportable clé en main, ni d'une exception isolée. C'est un laboratoire imparfait où se testent de nouvelles façons d'exercer l'autorité, non par l'affichage, mais par la gestion concrète du temps, de l'espace et de l'accès. Pour certains, cette trajectoire incarne une reprise en main nécessaire après des années de dépendance et d'arrangement implicite. Pour d'autres, elle fait peser le risque d'une rigidité coûteuse, difficile à corriger une fois installée. Ces lectures opposées peuvent coexister car la transition est encore incomplète. Observer cette évolution, c'est accepter de regarder au-delà des discours et de suivre les signaux faibles. Un corridor qui tient, une autorisation qui tarde, une règle qui se stabilise. C'est aussi interroger le rôle des dirigeants, dont Ibrahim Traoré, non sur leurs intentions proclamées, mais sur leur capacité à transformer une ligne politique en bénéfice durable. La question reste donc ouverte et elle mérite débat. Ce nouvel ordre silencieux est-il le socle d'une stabilité plus ancrée ou le prélude à de nouvelles frictions régionales ?